C'est intéressant dans les différents débats qui ont pu avoir lieu sur cette évolution du système de santé qu'on arrive à un moment à se poser la question de la médecine sociale. Parce que je pense que c'est une des clés de la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Médecine sociale, pour les 5 représentants de médecins libéraux, c'est un oxymore. C'est un oxymore, c'est deux termes contraires. Et au cœur de cet oxymore, il y a leur volonté de ne pas reconnaître la sécurité sociale comme l'organisme payeur de l'ensemble des soins, donc le rapport à la solidarité et aux représentants de ceux qui financent, qui deviennent à ce moment-là les patrons du dispositif. Donc on ne les reconnaît pas, on les méconnaît, et pour pouvoir les méconnaître parfaitement, on se bat pour garder le paiement à l'acte, pour garder un certain nombre de dispositifs hérités du passé. Moi, ma borne, pour moi, c'est 1927, au moment où a été créée la CSMF, et en même temps la première loi qui organisait les soins dans ce pays. Et depuis, il y a un combat extrêmement violent entre les représentants des médecins et la société pour savoir qui organise le dispositif, sachant qu'à part pour la loi HPST de 2009, à chaque fois, le politique a toujours reculé devant le pouvoir médical pour finir par confier totalement l'organisation de la distribution des soins aux médecins et aux représentants de l'assurance maladie qui ne défendent plus depuis longtemps les assurés sociaux, le soin d'organiser les soins à travers une convention médicale où des individus dans une petite salle écrivent la loi tout seuls, puis la transmettent au ministre qui la publie au journal officiel. C'est quand même ça, l'organisation des soins dans notre pays. C'est complètement délégué à des personnes que l'on ne contrôle pas et dont on ne connaît pas la légitimité et qui, de principe, considèrent que la médecine sociale est un oxymore et que la sécurité sociale n'est pas légitime. Pour autant, les mêmes tendent la séville régulièrement pour obtenir de l'argent de cette sécurité sociale. Et là, on a eu un épisode quand même extrêmement intéressant où une part de la rémunération étant devenue progressivement variable, par variable de rémunération, un certain nombre de gens ici connaissent ce dispositif, et où les syndicats de médecins libéraux demandent à ce que cette part variable, par l'intermédiaire de la clause de sauvegarde, soit une part garantie. Je trouve ça extrêmement bouléant. C'est très intéressant. Ils ne connaissent pas la Sécu, mais ils vont chercher les sous quand même. Je reviendrai sur cet élément. Et donc, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les déserts médicaux, où un tiers du territoire pose problème en ce qui concerne l'accès aux soins. Quand même, l'accès aux soins est dans la Constitution, il est financé par la population, et il pose problème pour à peu près 10 millions de personnes qui, lorsqu'ils ont besoin d'avoir recours au système de santé, ont des difficultés, soit pour trouver un médecin traitant, soit pour avoir un rendez-vous, soit pour avoir une intervention. C'est quand même un sujet majeur dans notre pays, mais qui est lié à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que les médecins libéraux ne reconnaissent pas leur rôle social, ne reconnaissent pas leur rôle de responsabilité du système de santé, et donc ils ne sont pas responsables, donc ce n'est pas leur problème si les choses... Bien qu'ils aient un monopole, je rappelle quand même que les médecins libéraux ont un monopole d'exercice dans notre pays avec prix garanti, un monopole dans notre monde moderne sur un secteur économique, il n'y en a pas beaucoup quand même. On en connaît en ce moment qui fait un petit peu débat, mais il n'y en a pas énormément. Et puis avec des prix garantis, c'est quand même rarissime, quoi. Et en échange de ça, c'est-à-dire qu'on se lave les mains, c'est pas notre problème si un certain nombre de personnes n'ont pas accès aux soins. Encore plus grave que cet élément qui lui est visible, c'est celui de la progression des inégalités de santé, qui est quand même un phénomène majeur dans notre pays et électif par rapport au pays à côté du nôtre, donc dans les mêmes considérations économiques et socioculturelles, progression des inégalités de santé. Et puis au bout du bout, on a une puissance publique qui est dans l'incapacité de construire des recommandations publiques, qui est dans l'incapacité de les appliquer, des représentants à travers les RORC qui ne peuvent pas plus construire des recommandations et donc mener une politique publique, et au bout du bout, l'absence de politique de santé publique dans notre pays. On vient de voir un épisode extrêmement intéressant sur le développement de la prévention du cancer du col de l'utérus, où au moment où l'Australie annonce avoir éradiqué le cancer du col de l'utérus en vaccinant 80% des garçons et des filles, notre pays continue à dire qu'il ne faut vacciner que les filles, parce qu'il n'y a que les filles qui posent problème dans une EMST. C'est très étonnant d'un point de vue scientifique, mais bon, c'est comme ça, avec 20% de vaccinés, et où, pour répondre à cette problématique, on dit qu'on va augmenter le tarif du frottis cervico-vaginal pratiqué par les médecins, donc un acte technique qui aboutit à une intervention chirurgicale, d'un côté.
prévention, mobilisation de l'ensemble de la population, vaccination, de l'autre, acte technique, intervention chirurgicale, avec des prix majorés pour ceux qui le font. Donc, une politique de santé publique qui se développe comme ça dans un pays montre bien que la puissance publique n'est pas capable à la fois d'imaginer quelque chose qui soit utile à la population et de le mettre en œuvre pour cette population. Je ne parle pas de l'équilibre des dépenses, ça, il y a longtemps que ça n'intéresse plus personne dans le secteur de la santé. Les RO et les RC sont là pour financer, ça semble à peu près normal à tout le monde, donc on va pouvoir continuer à mettre des milliards sur la table. Et ce qui vient de se passer dans les discussions conventionnelles, on a vu chez les médecins la signature d'une discussion conventionnelle qui a abouti à 1,5 milliard d'augmentation par an. 1,5 milliard d'augmentation par an pour les médecins libéraux, c'est-à-dire pour 100 000 médecins libéraux, ça fait 15 000 par personne, où chacune des organisations, les 5, vous pouvez aller voir sur leur site, c'est écrit, on dit que c'est une humiliation, un chiffre comme ça, c'est une humiliation, aussi peu, c'est incroyable, contre rien, et on vient de voir que pour les dentistes, les choses sont en train de se passer à l'identique, on va arranger les deux dents de devant, peut-être les 4, je ne sais pas, mais il ne faudra pas sourire trop largement, hein, s'il vous plaît. Contre 1 milliard, on dit 850 millions, mais à la fin, quand ce sera fini, on sera à 1 milliard. Le truc, c'est des sommes colossales qu'on donne contre rien. Plus important encore pour les complémentaires. Oui, vous voyez, les complémentaires, parce qu'elles augmentent leur cotisation, donc c'est pas un problème. Les complémentaires, ça veut dire les citoyens. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Mais si, ça marche comme ça. Donc c'est juste pour dire que cette incapacité à pouvoir mener une politique, elle est liée à cette absence de définition de médecine sociale, à ce refus de la définition de médecine sociale, mais y compris pour les interlocuteurs, les médecins libéraux. Les médecins libéraux, ils protègent leur corporatisme, c'est assez logique. On essaye toujours les uns les autres de se protéger soi-même, mais de l'autre côté, que ce soit la puissance publique, les RO, les RC, qui dit quelque chose. Pour ce qui me concerne, la médecine sociale, ce n'est pas un oxymore, c'est un pléonasme. On ne peut pas faire de médecine sans avoir cette approche sociale. Je suis médecin généraliste, je participe aux soins primaires. Les soins primaires prennent en compte la globalité d'une personne. On ne prend pas seulement en compte une maladie, la fièvre, le fait que la cheville est cassée ou quelque chose. On prend en compte l'individu dans sa globalité. Et on rejoint en ça les définitions de l'OMS qui aboutissent au bout du bout, mais c'est des doux rêveurs, hein, l'OMS, à la notion de bien-être pour la population. La médecine aurait, ou la santé aurait pour objet d'aboutir au bien-être de la population. C'est des doux rêveurs. Mais il n'empêche, c'est ça le sujet. Et donc, comment pour faire à la fois bref, rattraper le temps que mon collègue a mangé, d'une part, et puis pour être prospectif, comment est-ce qu'on peut sortir de cet élément? Je pense qu'il y a 3 axes qui me paraissent essentiels. Le premier axe, en ayant reconnu le rôle social, donc la prééminence du financement solidaire, donc la nécessité pour la société à travers les représentants qu'elle choisit, que ce soit la puissance publique ou que ce soit délégué au RO ou au RC, c'est l'affaire de notre société de le faire, mais c'est à elle de peser sur l'argent de la solidarité comme financeur du dispositif et donc comme maître d'œuvre de la réponse en termes de santé, dans l'ensemble du système de santé. Partant de ce postulat, il faut arriver à un dispositif qui soit basé sur la gradation des soins. Je pense que c'est essentiel. On a aujourd'hui un dispositif qui est basé sur l'envie d'un malade ou la disponibilité d'une structure pour répondre à un besoin de santé. Donc en gros, si vous vous coincez le doigt dans la porte, vous pouvez aller voir le médecin généraliste, vous pouvez aller voir le pharmacien pour qu'il vous fasse un pansement, vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez appeler le SAMU, vous pouvez demander à la concierge, il y a eu quelqu'un qui a eu exactement la même chose et à qui il reste quelques pansements, mais il n'empêche, c'est quel que soit le problème de santé allégué, quel que soit le problème de santé posé, l'absence d'organisation du dispositif fait que toutes les réponses sont mobilisées, sont mobilisables pour chaque épisode. On le voit avec l'embouteillage ou l'embouteillement ou je ne sais pas quoi des urgences hospitalières, hein, qui sont en fait des centres de régulation et de répartition des appels, c'est ça leur titre exact. Cette absence d'organisation fait que dans un secteur qui est marqué essentiellement sur le fait que c'est aspiration de l'activité et derrière transformation économique de cette aspiration d'activité, on fait rentrer des personnes dans des dispositifs, des épisodes de soins qui vont produire
de l'argent à travers une succession de consultations, une succession d'actes, une succession d'interventions, une succession d'examens, et qui aboutissent à faire tourner la machine, qui aboutissent à ce que, au final, on soit champion du monde des dépenses hospitalières. La France est championne du monde des dépenses hospitalières, avec des dépenses de santé qui sont de l'ordre de 200 milliards d'euros aujourd'hui, ce qui est colossal, mais qui vont continuer à augmenter. Et la seule réponse possible à ça, c'est la gradation des soins, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé du patient, il doit y avoir une réponse logique et organisée. Une réponse logique et organisée, c'est si les soins nécessitent l'intervention d'acteurs du soin primaire, celui qui en a besoin doit pouvoir trouver des acteurs du soin du primaire sur l'ensemble du territoire, Et à partir de là, on ne peut plus mettre d'échappatoire pour dire moi je vais où je veux, donc je vais au centre-ville d'une grande ville ou au bord de la mer, entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime, parce que là c'est bien, quoi. Et que de toute façon je ferai mon activité sur le fait que les gens vont rentrer, je ferai ce que je voudrais, donc je pourrai développer une activité économique, versus je dois être présent là où les gens ont besoin, et c'est à la puissance publique, aux représentants de la société, de dire là où il y a des besoins. C'est la clé de la fin. Et donc ça, c'est pour les premiers recours. Et pour ce qui concerne les recours suivants, second recours, troisième recours ou autre, il y a une nécessité qu'il y ait une organisation logique qui aboutisse à une bonne utilisation de l'ensemble de la ressource humaine et technique qui est magnifique dans notre pays. La ressource humaine et technique est extrêmement compétente dans notre pays. Malheureusement, on la sollicite pour des activités qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi les gens sont formés, ce pourquoi leurs organisations actuelles existent, et notamment pour l'hôpital, ça explique des tensions majeures qui peuvent s'y dérouler, puisque de toute façon, l'hôpital ne peut pas absorber aujourd'hui, dans des conditions normales, ce qui n'est pas pris en charge en ville et qui relève de la ville, dans les mêmes conditions qu'on va prendre en charge quelqu'un qui relève d'une hospitalisation. Donc la gradation des soins est au cœur du dispositif, et c'est celle qui doit présider à l'organisation des soins. Le développement de la prévention est un axe majeur. On ne peut pas continuer, j'ai donné l'exemple du cancer du col jusqu'à présent, mais ça vaut pour une multitude de situations. On ne peut pas continuer à regarder ailleurs lorsque les problèmes de santé se construisent à travers l'habitat, à travers l'organisation du travail, à travers le manque d'information de la population sur la bonne manière de bouger son corps et de lutter contre la sédentarité. Et puis quand les gens deviennent malades, c'est-à-dire on va les prendre en charge et on va sortir des moyens considérables pour redresser les choses qui n'ont pas été faites auparavant. Donc on connaît tous des exemples multiples de ces problématiques. Il n'empêche qu'il n'y a pas aujourd'hui de réponse en termes de prévention pour empêcher l'arrivée des situations pathologiques ou le retarder, ou lorsqu'elles arrivent pour éviter les complications. C'est des éléments dont on parle dans les discours, mais à aucun moment on en fait un axe majeur de ce que l'on peut développer pour la suite. Pour autant, on sait que c'est à la fois intéressant pour ceux qui pourraient en bénéficier, parce que c'est quand même mieux de pouvoir se bouger, de ne pas avoir besoin d'une intervention chirurgicale, de ne pas tomber malade ou tomber malade le plus tard possible, que de se retrouver dans une situation de maladie chronique qui semble devoir devenir la pratique normale de toutes les personnes adultes de notre pays. Paradoxe. C'est le deuxième élément, gradation des soins, prévention. Le troisième élément, c'est celui de la pertinence des soins qui est lié aux deux premiers. Il faut arriver à ce que ce ne soit plus le moteur économique qui décide des différentes interventions. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que c'est le moteur économique, le fait que ça rapporte du fric, qui est le moteur de la plupart des interventions de soins dans notre pays, liées au mode de facturation que sont la T2A, le paiement à l'acte, mais aussi à l'absence de recommandations publiques, versus dire ce dont on a besoin à un moment donné. La ministre et différents organismes disent qu'il y a 30% des actes qui sont inutiles. Pour regarder, pas de façon très attentive, mais de temps en temps, ce qui se passe, moi je pense qu'on est à plus de 50% qui ne servent à rien, et dont le seul intérêt est l'intérêt économique. C'est le seul intérêt. Donc il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut des recommandations publiques. Donc ça veut dire avoir inversé la donne et que ce ne soit plus ceux qui bénéficient des dérives du dispositif qui mettent en place les règles du dispositif. C'est un paradoxe.
dans cette affaire, mais que ce soit des représentants solides, bien décidés à défendre l'intérêt public et qui viennent dire ce qui est utile pour un patient donné à un moment donné. Ça changerait un peu la donne, même si il existe sur l'ensemble de la littérature internationale toutes les recommandations possibles et imaginables. Le problème, c'est comment on va les transformer pour dire qu'on les applique dans notre pays et qu'on s'en sert. Si on le fait, évidemment que d'une part la dépense de soins chute de façon considérable, les chiffres d'affaires aussi, donc il y a un vrai sujet sur le corporatisme, mais il n'empêche que pour la population, la qualité des soins et la réduction des inégalités de santé qui est au cœur normalement de l'activité des médecins, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour ça qu'on est soignant, deviendrait la priorité. Et je m'arrête là pour l'instant. Merci Martial. Bon, merci à tous les deux.